Cher diasporaphiles, bonjour, je suis Alexis Mbakop, diaspora philosophe. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques et les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques, pour que la diaspora soit la plus forte possible, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Lorsque j'étais encore étudiant en école d'ingénieur, on nous avait proposé un exercice pour nous préparer à l'entrepreneuriat et je vous propose de voir quelques éléments de cet exercice en application du cas de Philippe Simo et son équipe Investir au pays. Cela va nous permettre de comprendre de façon simple quelle est la stratégie opérationnelle mise en place par Philippe Simo et son équipe Investir au pays. Nous poserons la question de savoir est-ce que cette stratégie opérationnelle marketing est-elle adaptée à la communauté afro. Je tiens à rappeler que ceci est la deuxième vidéo par rapport à une précédente qui avait fait l'objet d'une enquête sur la crédibilité de cette entreprise Investir au pays. Et j'ai reçu plusieurs commentaires qui m'accusaient d'être partisan, d'avoir fait mon choix. Je tiens à rappeler que je présente des chiffres, je présente des logiques vérifiables, ce qui permet à tout un chacun de se positionner. Je suis en droit dans mon enquête de poser des questions à la fois à Philippe Simo et son équipe, par exemple sur le chiffre d'affaires, de demander pourquoi le chiffre d'affaires n'est pas publié, et je suis aussi en droit de poser la question aux personnes qui veulent voir ce chiffre d'affaires, pourquoi elles souhaitent voir le chiffre d'affaires. Donc, l'exercice aujourd'hui est totalement impartial. Si tu es bien assis, bien installé, et reste jusqu'au bout en suivant en détail ce que je vais dire pour ne pas m'accuser d'avoir dit des choses que je n'aurais pas dites. Donc, à la fin de la vidéo, je ferai une annonce concernant la suite de ces deux vidéos qui mènera à la conclusion de ce chapitre Philippe Simo et Investir au pays. Bienvenue à toi, si tu es bien installé, entrons dans le vif du sujet. L'exercice que j'avais eu, c'est consistait à mettre en place une entreprise qui proposerait des croisières en bateau. Dans ma promotion de 200 étudiants à peu près, nous étions divisés par équipe de 10 personnes et nous avions reçu un budget de 200 000 euros. Donc, sur un ordinateur en simulation réelle, nous devions construire un bateau, proposer des services à des typologies de clients et à la fin de la journée, on a reçu un classement de l'équipe qui avait mis en place la meilleure stratégie et la meilleure offre en place. Alors, lorsqu'on a reçu notre budget, il fallait faire une proposition en fonction de la cible et de la qualité de service que nous comptions mettre en place. Alors, le marché était composé des familles qui sont généralement constitués de 4 à 8 personnes, des clients intermédiaires qui sont constitués de 1 à 4 personnes et les clients haut de gamme qui sont constitués de 1 à 2 personnes. Les revenus des familles sont des revenus faibles, les clients moyens ont plutôt des revenus moyens et les clients intermédiaires ont des revenus moyens et les clients haut de gamme des hauts revenus, des revenus plus. La qualité de service attendue par les familles sont plutôt des qualités basses parce que les familles, ce qui les intéresse lorsqu'elles vont faire une croisière, ce n'est pas d'être confortablement assis ou de profiter du cadre, mais c'est plutôt passer un bon temps ensemble, les enfants et les parents, être contents d'être ensemble et de profiter de l'environnement. Les clients intermédiaires, ils attendent une qualité moyenne, tandis que les hauts de gamme, ils attendent une qualité de prestige. Alors, les tarifs que pouvait payer une famille était situé entre 40 et 60 euros la croisière, tandis que les clients intermédiaires étaient prêts à mettre 60 et 100 euros et les clients haut de gamme étaient prêts à mettre 100 euros et plus. La population qui avait été, donc le marché, était constitué de façon générale de 70% des familles, 20% de clients intermédiaires et 10% de haut de gamme. Avec mon équipe, nous avons commencé à réfléchir parce que dans l'outil, on pouvait voir les budgets qui pouvaient être alloués sur le matériel, donc le bateau, sur les emplacements où nous voulons nous placer sur le lac et le budget qui était alloué à la communication et le budget aussi qui était loué aux charges, à tous les coûts que pouvait avoir notre entreprise.
donc, il était question de choisir déjà le marché sur lequel nous voulons aller parce que par rapport au marché, il aurait fallu adapter la qualité de service. Donc moi, j'avais choisi, enfin dans notre équipe, on n'avait pas eu de mal à aller directement sur la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est les grands publics, c'est les plus nombreux. Et généralement, on n'a pas de mal à trouver ce type de clientèle parce que voilà, c'est 70% de la population et le matériel, le bateau et la constitution de l'entreprise coûtait moins cher dans le sens où il ne fallait pas beaucoup investir dans le matériel. Et comme c'était un exercice marketing, nous avons beaucoup plus alloué des ressources sur les promotions qu'on devait faire et sur les campagnes marketing pour aller toucher les familles. Les clients intermédiaires, eux, quelques équipes ont choisi des clients intermédiaires et seulement 2 équipes avaient choisi le segment haut de gamme. Pourquoi? Parce que le segment haut de gamme, sur les 200 000 € de budget, la moitié quasiment partait déjà dans le bateau, dans la construction du bateau. Pourquoi? Parce qu'il fallait vraiment être sur une prestation de haut service. Alors, la répartition, on était une vingtaine d'équipes à peu près. De mon souvenir, on était 12 équipes. On était 12 équipes parties sur celle-là. Et puis, 6 équipes qui étaient venues ici. Oui, 6 équipes qui étaient venues là. Et seulement 2 équipes qui étaient venues ici. Alors, donc, déjà de ces premiers éléments que je vous donne, quel serait, votre segment de clientèle? Ce qui se passe, c'est que une fois on a sélectionné, qu'on a fait des propositions de marché, qu'on a vendu nos offres, en fin de journée, il avait été donné un classement qui m'a beaucoup appris. C'est pourquoi je me souviens toujours de cet exercice et que je vous en parle aujourd'hui. C'est que à la fin de journée, on a eu un classement des 20 équipes. Les 2 premières équipes étaient celles-là. La 3e équipe était ici. La 4e équipe ici, la 5e ici et la 6e là. Donc moi, j'étais dans la 5e équipe, donc j'étais très loin du podium. Ce que je tiens à vous montrer ici, c'est ce haut de gamme. Qu'est-ce que je n'avais pas compris? Je n'avais pas compris que malgré la cherté du bateau, du matériel, de tout ce qui a été mis en place, les hauts de gamme étaient prêts à payer ici à un tarif vraiment très élevé. Vraiment très élevé. Et quand on nous a dépouillé le résultat de l'entreprise, de ces 2 premières entreprises, à la fin, je me suis rendu compte que le business qu'ils avaient mis en place avait généré un chiffre d'affaires qui était 3 fois, voire 4 fois supérieur à celui que nous avons pu générer ici en tant que société proposant des services aux familles. Pourtant, on avait toujours plus de clients dans nos bateaux que toutes les autres entreprises. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, cette entreprise qui s'est positionnée en haut de gamme avait fait un choix clair de sa cible, le haut de gamme, pour viser les personnes qui ne seraient qu'en capacité de payer la qualité de service qu'ils avaient mis dans leur bateau et le service et tout l'ensemble des services qui étaient proposés durant la croisière. Alors, et lorsque je regarde par rapport à la précédente vidéo où nous avons vu que les tarifs d'investir au pays étaient supérieurs à ceux du marché, j'en déduis que ici, la politique d'investir au pays, c'est de se situer dans le haut de gamme. Dans le haut de gamme, pourquoi? Parce que les tarifs sont largement au-dessus de ce qui peut être proposé au marché et on verra plus tard que la qualité de service y est tout simplement parce qu'il y a une psychologie du prix qui est mise en place. On verra cela en détail. Après, maintenant qu'on a ces 3 typologies de marché, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat ou si vous êtes déjà lancé, vous vous êtes certainement posé la question de savoir quelle était votre cible. Aujourd'hui, quelle est votre cible? Est-ce que vous comptez distribuer vos produits aux personnes qui ont des faibles revenus ou vous comptez distribuer vos produits à des personnes qui ont des hauts revenus? Dans la vidéo précédente, on le voit, Philippe Simo et son équipe
définissent leur segment comme des personnes jeunes cadres dynamiques qui ont des hauts revenus et qui ont de l'épargne et donc peuvent consommer ces formations qui paraissent plus chères que le marché. Et quand une fois on a défini cette cible-là, on entre dans la deuxième stratégie qu'avaient utilisée les équipes ici parce qu'elles sont allées vraiment sur des tarifs super élevés. Les prestations que nous proposions à 600 €, ils ont proposé ici des prestations allant jusqu'à 600 €. Donc là, ils ont complètement installé une psychologie du prix. C'est-à-dire que lorsque vous allez par exemple dans un commerce et que vous voulez acheter un produit, vous arrivez, vous trouvez le même produit avec 3 tarifs différents, 5 €, 10 € et 20 €. Naturellement, vous allez penser que le meilleur produit, c'est celui qui coûte 20 €. Même si ce n'est pas toujours le cas, il y a une psychologie dans le marché et dans la société qui est ainsi que le meilleur produit, c'est généralement celui qui coûte le plus cher. Autrement, on se demanderait pourquoi une entreprise qui produit un meilleur produit le vendrait moins cher. Donc, généralement, on peut avoir des cas d'exception. Le produit de la marque la plus chère est généralement le meilleur produit. Et dans la psychologie du prix aussi, on peut avoir cet effet de se dire, si on achète un produit moins cher, on considère qu'il a peu de valeur. Concernant investir au pays, on peut se dire que investir au pays a instauré une psychologie de prix qui fait que lorsque vous voulez souscrire à une formation, lorsque vous voulez acheter un produit, vous devez vous poser la question de savoir si c'est nécessaire pour vous. Pourquoi? Parce que le produit que vous voulez acheter est d'une certaine valeur, il a un certain coût et donc ça ne peut pas être un achat impulsif. Donc, c'est ce qu'on appelle la psychologie du prix. Dans la psychologie du prix, il y a bien ces deux aspects-là de se dire si je fixe un prix, donc je le fixe le plus haut possible pour que psychologiquement, le client attribue naturellement de la valeur à mon produit. Et de l'autre côté, c'est de se dire si le client veut acheter mon produit, il se positionne déjà dans la psychologie de se dire qu'il va acheter quelque chose de valeur parce que ça lui coûte cher. Et donc, il ne pourra pas l'acheter de manière impulsive ou de manière non considérée. Et quand on arrive sur ce troisième plan, troisième point qui est le référencement ou l'effet de foule, comment est-ce que ça marche ça? Le référencement, en fait, c'est le fait de se dire, voilà, on a une entreprise, on a des clients, on a des portes d'entrée, on sait canaliser les flux, mettre en place des tunnels, des funnels de vente. Ça se matérialise comment concrètement? Regardez lorsque vous voulez aller acheter un sandwich ou lorsque vous voulez manger un kebab ou vous restaurer le midi. Vous allez, vous trouvez une boulangerie ou un restaurant. Donc, vous arrivez dans une rue où il y a plusieurs offres qui sont faites. Donc là, vous avez une boulangerie où il y a une queue, où il y a environ 7-8 personnes qui attendent. Et en face, vous avez deux boulangeries où personne ne va. Donc, vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez là, vous voyez qu'il y a une queue qui se fait pour attendre. Et en face, il y a deux boulangeries où personne n'attend. Donc, vous arrivez et vous vous dites, bah, tiens, là, il y a 7 personnes qui attendent et là, il n'y a personne qui attend. Ça ne me dérange pas d'être la 8e personne qui attend. Pourquoi? Parce que la foule a décidé que les produits de cette boulangerie sont bons. Et vous, naturellement, vous allez là où le marché a décidé que c'est bon. Vous n'allez pas prendre le risque d'être le premier client dans les deux autres boulangeries. Vous allez naturellement suivre le fil, suivre le marché, suivre la tendance. Donc aujourd'hui, Investir au pays a compris cela. Donc
lorsque vous voulez vous inscrire dans les différentes formations ou vous inscrire dans les séminaires ou prendre rendez-vous avec Philippe Simo, le responsable de cette entreprise-là, les créneaux sont full, les places sont rapidement achetées pour les conférences. Donc, lorsque vous voyez cela, vous vous dites que effectivement, le public déclare que les produits sont bons, le marché déclare que les produits sont bons, donc moi aussi, j'y vais. C'est pourquoi malgré le tollé malgré le fait que j'ai prouvé dans ma précédente vidéo que les produits sont plus chers que la normale, les clients continueront à acheter, les clients continueront en fait à aller s'inscrire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de dire que les tarifs sont bas ou hauts ou très élevés qui changera le fait de consommer. Donc, les clients ont vu que c'était bon, ils montrent que c'est bon et donc les nouveaux clients suivent là où c'est bon. Donc c'est un petit peu l'effet de foule. Et maintenant, j'ai une question à vous poser. Si vous étiez à la place de Philippe Simo d'Investir au pays, lorsque le marché déclare que vos produits sont bons, est-ce que vous baisserez les prix? Donc, de façon impartiale, je ne prends pas du tout de position. Je vous pose la question de savoir, est-ce que si vous mettez à vendre un produit et que naturellement les gens viennent prendre, les clients suivants suivent la foule, viennent acheter chez vous, est-ce que vous baisserez les prix en disant non, non, il y a trop de personnes qui viennent, on baisse les prix? Je ne pense pas. Donc voilà, ces trois éléments-là que je voulais voir avec vous en vous disant aussi, bah maintenant, de manière stratégique, si on veut se questionner, si on veut vraiment sincèrement prendre une position par rapport à la stratégie mise en place par Investir au pays, moi je dirais que si je veux me lancer en entrepreneuriat, si je veux mettre en place une entreprise, maintenant que j'ai compris cet exercice-là, je rentrerai logiquement dans cette vision, dans cette façon de faire les choses, de dire que je me mettrai sur la qualité de service la plus haute possible pour pouvoir toucher des clients à fort potentiel. Écoutez, ici nous sommes sur une chaîne de la diaspora qui veut une diaspora croissante, qui veut une diaspora forte, riche et puissante financièrement. Ce n'est pas en vendant des petits pains, ce n'est pas en étant sur des petits business que nous allons parvenir à nos objectifs. Si nous voulons être influents, si nous voulons être influents là où nous sommes et si nous voulons être influents sur le continent, il faut bien qu'à un moment donné, nous soyons des millionnaires, des super millionnaires, que nous puissions produire des milliardaires. Aujourd'hui, en Europe, nous n'avons qu'un seul milliardaire qui est Mo Ibrahim, encore que c'est un anglophone. En francophonie, nous n'avons pas de milliardaires. Donc, arrêtons de penser que c'est avec des petits tarifs, des moindres coûts que nous allons performer. Clairement, si je peux te donner un conseil, si tu dois te lancer en entrepreneuriat ou si tu es déjà lancé, revois ta stratégie, revois les services que tu proposes, élève le niveau pour pouvoir arriver à un niveau où tu touches la très faible partie de la société qui est prêt à payer le coût le plus élevé pour obtenir tes services, pour obtenir tes propositions. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que cette stratégie marketing opérationnelle est-elle adaptée à la communauté afro? Selon vous, est-ce que vous pensez que dans la communauté afro, nous sommes plus haut de gamme, clients intermédiaires ou clients ou grand public? Est-ce que nous sommes beaucoup plus des personnes à faible revenu qui attendent une basse qualité ou sommes-nous des personnes à haut revenu avec une attente de qualité de service de prestige? Si vous pensez que nous sommes majoritairement dans ce cadre des clients grand public, il serait normal à ce moment-là qu'il y ait plusieurs personnes qui se sentent lésées, qui se sentent qui se sentent en incapacité de pouvoir bénéficier des services proposés ici par Investir au pays qui clairement se définit
dans ce cadran-là. Et si c'est bien le cas que nous sommes majoritairement ici, je ne l'affirme pas, je vous demande votre avis. Est-ce que vous pensez que nous sommes majoritairement ici? Si c'est le cas, ça voudrait dire que on peut poser la question à Philippe Simo et son équipe Investir au pays de savoir pourquoi ils ont choisi ce cadre-là et pas celui-là pour être en phase avec la communauté. Est-ce que Investir au pays se définit comme une société, une entreprise dédiée à la communauté afro? Est-ce que Philippe Simo est conscient qu'il y a un déphasage entre ce qui est proposé et ce que peut payer la communauté? Ça, ce sont les questions que nous pourrons lui poser lors d'un live où je vais simplement le tripler de questions, de toutes les questions qui ont été posées dans la vidéo précédente sur la crédibilité de l'entreprise, sur le fait du coût des formations. Et si vous avez une question à poser à Philippe Simo, c'est dans cette vidéo, c'est sous cette vidéo en commentaire qu'il faut poser votre question. Donc ce vendredi ou ce dimanche, nous ferons un live pour éclaircir et finaliser, clôturer ce chapitre qui concernait investir au pays. Donc, je vous invite à garder le fil, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater sur l'ensemble des contenus que nous vous proposons sur ces chaînes qui vous aideront à être la personne la plus forte possible, riche et puissante financièrement là où vous vous trouvez. Nous sommes forts ici.